Bonsoir et bienvenue pour ce premier épisode de l'année de votre podcast Les Ombres LGBTQ+. Je suis accompagné de mes amis Bueno et Yuri. Salut les ombres. Salut les ombres, salut Ars, salut Salut. Yuri. Salut tout le monde, bonne année, vous allez bien? Moi ça va, j'espère que l'année a bien commencé pour vous. Ici ça démarre sous des chapeaux de roue. Meilleurs vœux à tous les deux, meilleurs vœux aux ombres. Quelles sont vos résolutions pour l'année, mes amis? Dites-moi tout. Bon, on va juste essayer de ne pas faire trop de conneries, trop de dingueries et avancer vers le côté positif des choses. Avec toi, c'est pas très sûr. Hein. Oh merde, s'il te plaît, monsieur. Et vous, quelles sont vos résolutions? Moi, je vais dire un truc très kitsch, être le meilleur de moi-même. En tout cas, meilleur que 2023. Mais voilà. Oh, tu m'as volé ce que je voulais dire. Mais c'est exactement pareil pour moi aussi. Juste me retrouver, être en paix, physiquement, mentalement, juste être sain, quoi, sain d'esprit, c'est tout. Regardez-moi ces Voilà. petits mauves là. Alors, Toujours. monsieur Art, c'est quoi le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler du VIH. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous recevons Camille. Camille fait partie de ces nombreuses personnes qui sont porteurs et qui vivent avec le VIH. C'est un activiste qui œuvre pour la lutte contre la stigmatisation et la sérophobie et nous fera part de son parcours aujourd'hui dans les ombres. Donc, salut à toi, Camille, et bienvenue. Bonjour, je m'appelle Camille Oba. Je suis béninois d'origine sénégalaise. Je suis une personne vivant avec le VIH depuis 12 ans environ et je suis homosexuel. Écoute, Camille, pour la première question, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qui es-tu? D'où viens-tu? J'ai commencé mon activisme en 2009, une année qui a été très, 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 très compliquée pour moi, très dure, parce que j'ai dû traverser beaucoup de choses pour en arriver là. J'ai commencé avec une mauvaise nouvelle, un peu vers Noël, où on m'annonce que je suis séropositif. Je ne m'attendais pas à m'engager dans une cause aussi noble. Donc, c'est venu comme ça et je l'ai embrassé parce que je crois en cette cause-là, je crois en cette lutte. Déjà, il faut reconnaître que je suis d'origine sénégalaise et ma culture me interdit tellement de choses comme être homosexuel ou être homosexuel et être séropositif. Donc, j'ai eu des problèmes à l'époque, beaucoup de problèmes avec les parents, avec les proches, etc. Ce qui a fait que je suis parti de la maison très jeune. J'ai commencé par me chercher, j'étais déjà à l'université, etc. Camille, peux-tu nous parler du jour où tu as reçu cette mauvaise nouvelle? Comment cela t'a été annoncé? Le soir où on m'a annoncé mon statut, c'était pas parce que j'étais malade, c'était pas parce que j'avais des symptômes, c'était pas parce que j'avais pris des risques ou que je craignais quelque chose. C'était juste pour augmenter le chiffre d'un ami qui devait faire un dépistage lors d'une soirée. Parce qu'à l'époque, quand quand tu dépistes une personne, je pense que tu avais droit à 2 000 francs. Donc, c'était juste pour augmenter le nombre de personnes dépistées et je l'ai dépisté. Je me suis fait dépister plutôt. À l'époque, j'étais avec un homme plus âgé, très responsable, qui est aussi dans la lutte contre le VIH, qui est aussi homosexuel. On vivait comme une relation, une vie de couple, etc. Donc, il avait confiance, je me suis laissé aller, j'ai baissé ma garde. Et j'ai fait ce dépistage-là le soir-là et quelques jours après, mon ami m'appelle, me dit, Ah Camille, il faut que je te voie, j'ai un truc à te dire. Bon, directement, il n'est pas mon ami, il était l'ami de mon copain à l'époque. Donc après, quand on s'est vu, le courant est passé tout de suite. On était devenus très proches. J'allais me plaindre à lui parfois, dire, Ah, ton ami m'a fait ci, m'a fait ça. Donc le courant est passé comme ça. Donc quand il m'a appelé le soir, il dit, Ah, Camille, il faut que je te voie, j'ai un truc à te dire. Honnêtement, je n'ai pas pensé une seule seconde à ce dépistage que j'ai fait il y a quelques jours. Et quand je suis arrivé, quand on s'est vu le lendemain, il m'a dit, écoute, je vais te dire un truc, mais il faut surtout pas que tu prennes ça mal. J'ai fait, OK, quoi, j'étais stressé, j'avais hâte d'entendre ce qu'il avait à me dire, j'étais super excité, je sais pas enfin, c'est ma façon d'écrire ce que j'ai
ce que j'ai ressenti ce soir-là. Et il me dit, calmement, tranquillement, il me dit, ton test est positif. Et j'ai reposé la question. Non, j'ai posé la question, mais quel test? Là, j'ai paniqué tout de suite. J'ai fait, quel test? Il fait, non, ne panique pas, ça va, écoute, ton test de dépistage au VIH est positif. Est-ce que tu pourrais nous parler des sentiments qui t'ont traversé à ce moment-là? Et est-ce que tu en as parlé à quelqu'un de ton entourage? Lorsqu'il m'a annoncé ça, c'était, en même temps, c'était comme si je m'attendais à une telle nouvelle, mais dans un second temps, j'étais quand même troublé. J'ai fait, OK, j'ai compris. Et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et il m'a dit, ben, je vais te référer à un médecin qui est dans un centre de santé public. Tu iras chez lui de ma part et tu lui expliques. Il saura comment t'orienter, il saura quoi te dire, etc., etc. Il m'a annoncé le résultat, par contre, je n'ai rien dit à mon copain à l'époque. Je n'ai rien dit parce que je suis, enfin, sur le coup, j'étais frustré. J'étais frustré parce que je me dis, mais waouh, avant de le connaître, il y a 3 ans auparavant, j'étais réglo dans mes dépistages. Tous les 3 mois ou 4 mois, ça dépend. Mais j'étais réglo, je faisais mon dépistage régulièrement. J'avais plein d'informations sur ce qu'est le VIH, j'avais plein d'informations sur, voilà, beaucoup d'informations quand même, VIH, IST, des trucs comme ça. Donc, quand on s'est rencontrés, et j'ai vu que c'était une personne très, très sage à l'époque, enfin, que je croyais sage, euh, et qui luttait contre le VIH en milieu, enfin, au sein des homosexuels, lui aussi homosexuel, etc. Donc, je me suis accroché. Et j'avais quand même besoin quand même d'une personne sage, plus âgée, à qui m'accrocher, à qui raconter mes histoires, parce que je traversais quand même une période très, 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 très chaude. Donc, quand on s'est vu il y a 3 ans, moi, j'ai fait mon dépistage quand on s'est vu. Et je lui ai proposé de faire un dépistage. Il m'a dit non, écoute, je vais le faire après, mais je suis content que tu sois séronégatif, etc. Donc, après, je lui ai rappelé plusieurs fois qu'il doit me montrer son test de dépistage du VIH. Il ne l'a jamais fait. Mais à un moment donné, j'ai baissé ma garde. Je me suis dit, il est responsable, il est dans la lutte contre le VIH, il ne va pas prendre le risque de m'infecter. Quand est-ce que finalement tu as su pour ton partenaire qu'il était lui aussi séropositif? Il y avait des rumeurs qui circulaient que mon copain est séropositif. Et j'avoue que à un moment donné, je me suis intéressé à ces rumeurs-là. Et plusieurs fois, je lui ai demandé de faire le test de dépistage, me montrer. Enfin, je ne lui ai pas fait comprendre que j'entendais des rumeurs, mais il ne l'a jamais fait. Après que je me sois mis sous traitement, je me suis intéressé aux rumeurs. Donc, je me suis rapproché des gens, je leur ai posé des questions, est-ce qu'ils le connaissaient avant et tout et tout. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses comme quoi 2 ou 3 personnes sont décédées dans la communauté et c'est des décès liés au sida. Et les 3 personnes ont, auraient raconté à d'autres amis que mon copain de l'époque est séropositif. Après, je me suis rapproché de son ami qui m'a fait le dépistage à l'époque et puis je lui ai dit, bah, écoute, dis-moi la vérité ou sinon je vais confronter mon copain. Il n'aime pas les confrontations et puis je le savais très bien, mais j'avais quand même envie de le confronter si je n'avais pas eu de réponse. Et c'est là son ami me dit, oui, il est séropositif, je l'ai dépisté séropositif depuis plusieurs années. Et je lui ai demandé de faire le traitement qu'il n'a jamais fait. C'est comme ça que j'ai su que mon copain était séropositif. Et au final, est-ce que tu l'as confronté, vous en avez discuté? Quelle était sa réaction? Oui, je l'ai confronté, mais plusieurs années après, il ne m'a pas laissé le choix de le confronter tout de suite. Parce que quand j'ai commencé le traitement, je ne lui ai rien dit au début. Je prenais comme 3 à 4 comprimés. Et le dernier comprimé
m'abattait, me rendait très, très faible plutôt. Maintenant, j'ai fait 1 mois de traitement. J'ai traîné les effets secondaires 3 à 4 mois environ. Donc, après 1 mois, il a compris que ça n'allait pas, ça n'allait pas. Donc, il m'a posé une question un soir. Qu'est-ce que tu as? Ça va? En journée, tu vas bien jusqu'à, enfin, tu restes couché jusqu'à midi. À partir de 15 heures, tu vas mieux toute la soirée. On dort et puis le lendemain, voilà, tu vomis, tu fais ci, tu fais ça, je comprends plus qu'est-ce qu'il y a. Donc, je lui ai pas dit que j'ai été dépisté positif. Je lui ai dit que je suis peut-être malade, un palu, etc. Parce que à l'époque aussi, j'avais peur de sa réaction. C'est quelqu'un qui est très impulsif. Donc, je me dis, OK, je n'ai personne chez qui aller, je n'ai personne à qui me référer, à qui me confier, à qui parler. Donc, il aurait pris la décision de me foutre dehors en sachant très bien que c'est lui qui m'a contaminé et moi en sachant très bien que je n'ai nulle part où aller. Donc, je l'ai confronté qu'au bout de 3 ans. Après, je suis parti, la relation a dégénéré. Il a compris 3 mois après, ou 2 ou 3 mois après que je prenais des comprimés parce qu'il était tombé sur les trucs. Et il m'a dit, ah, t'es séropositif, etc., etc. J'ai dit, oui, je suis séropositif et je sais que c'est toi qui m'a contaminé. Donc, quand je lui ai dit ça, il est parti de la maison, il a souri, il est parti de la maison, enfin, de l'appartement, il m'a laissé là. Il m'a dit une phrase, etc. Il m'a dit, je sors, je reviens demain et je voudrais que tu sois déjà parti de chez moi. On s'est revus, enfin, on continuait toujours à se voir parce on avait quand même mis en place une association à l'époque. Donc, il fallait continuer à travailler, il fallait continuer les sensibilisations, il fallait continuer à faire nos plaidoyers, il fallait continuer beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas eu le choix que de continuer, de le supporter tous les jours. Donc, je l'ai supporté quand même un bon moment. Et le temps de la confrontation était venu et je l'ai confronté. Il m'a jamais avoué qu'il est séropositif. Quand je l'ai confronté, il m'a dit ceci. Je fais mon test de dépistage la semaine prochaine et je te le montre devant tout le monde. Mais il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Et à un moment donné, j'ai arrêté de demander parce que j'étais sûr qu'il est séropositif. Il n'y avait rien à dire. Et comme la loi n'autorise pas, enfin, ne permet pas de dire que telle personne est séropositive, etc. Je me suis tué, je n'ai rien fait, j'ai encaissé. Je suis sûr qu'il a infecté d'autres jeunes, d'autres personnes innocentes, malheureusement. Du coup, tu penses que c'était une sorte de machination qu'il faisait? Il faisait exprès de contaminer des gens, connaissant très bien son statut séropositif. C'était des choses qu'il mettait en place pour contaminer d'autres personnes et tu étais une de ses victimes. Je crois que c'est une personne qui aime le pouvoir, c'est une personne qui aime diriger, c'est une personne qui aime être au-dessus, c'est une personne qui aime avoir le contrôle sur tout le monde. C'est clair, à l'époque, il avait 40, j'en avais combien? 19 peut-être, 18 ou 19. Donc après, je crois que ce qu'il fait, c'est quand même euh, d'être au-dessus de tout le monde, etc., etc. Donc, je ne C'est sais de la pas, manipulation, en fait. la manipulation, oui, si on peut, je peux l'exprimer comme ça. Enfin, merci pour le mot, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation et il faisait qu'avec des jeunes. Donc, malheureusement, j'ai été une de ces victimes et il en a fait plusieurs avant moi et après moi, il en a fait d'autres. Est-ce que les lois de ton pays permettent de poursuivre en justice les personnes contaminant délibérément d'autres avec le VIH, en particulier des personnes jeunes? À l'époque, en 2009, on avait déjà une loi sur le VIH qui protégeait les personnes vivant avec le VIH, etc. Mais après, écoutez, je n'ai pas eu le réflexe d'aller en profondeur de cette loi pour mieux comprendre
enfin, pour mieux comprendre enfin, les démarches qu'une personne pouvait faire si jamais elle se retrouvait en face d'une situation pareille. Donc, je n'ai rien fait. En plus, j'avoue que j'étais convaincu qu'il est séropositif, enfin, qu'il est séropositif. Je le suis aujourd'hui, mais c'est où la preuve? Je n'ai pas de preuve. Je n'ai vraiment pas de preuve. Je sais que si j'étais allé plus loin, le tribunal lui aurait imposé un dépistage forcé. C'est vrai, le dépistage est volontaire, mais face à des situations, on t'impose le dépistage. J'étais mélangé, c'est beaucoup d'émotions à l'époque. En plus, j'étais jeune, j'étais plus jeune. Et puis je me demandais, mais OK, quelqu'un qui t'a reçu, qui t'a hébergé, qui t'a fait, enfin, qui t'a aidé de façon générale, est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est une bonne chose de, j'étais quand même perdu. J'étais vraiment perdu, j'étais vraiment perdu. Je n'ai pas exposé mon problème, ma situation à quelqu'un, je l'ai gardé comme ça. Et puis, Mais il travaillait quand même dans une ONG qui gérait les dépistages et les problèmes de santé liés aux personnes séropositives. Si l'organisme sait, et les personnels de l'organisme savent, du moins, aucune action n'a jamais été attentée contre lui dans ce sens. les gens ont toujours eu peur de lui, de toute façon. Les gens ont toujours eu peur de lui. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que c'est une personne qui est totalement tombée, qui est finalement, elle a commencé son traitement, mais elle était mourante, hein. À l'époque, enfin, personne n'avait le courage de lui dire ce qu'il devrait faire. En plus, les gens avaient peur de lui, que comme quoi il fait gris-gris, il fait du vaudou, etc., etc. Donc, personne ne voulait aller dans ce sens, personne ne voulait le contrarier, personne n'avait envie de se retrouver ou d'avoir des conflits avec lui. Il est capable de te nuire auprès de d'autres personnes, auprès des partenaires avec qui tu travailles. Comme je le dis, je le répète, j'ai compris aujourd'hui que j'aurais dû faire quelque chose pour éviter qu'il continue à nuire à d'autres jeunes à l'époque. Et je regrette parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je regrette parce que je n'ai pas eu la force qu'il fallait avoir pour aller jusqu'au bout. Mais à cette époque, tu étais beaucoup plus jeune, donc on peut dire que tu étais un peu sous son emprise aussi. Connaissant le type de personne que tu décris actuellement, ça ne devait pas être facile. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. J'étais très jeune et pour moi, à l'époque, j'avais une redevabilité envers lui et il fallait pas que j'aille dire quoi que ce soit à qui que ce soit pour le nuire. Donc, D'un point de vue mental, psychologique et tout, comment est-ce que tu as pu gérer la suite des, des mois après, les jours d'après, les mois après et peut-être les années d'après? je ne saurais vous expliquer comment j'ai tenu, comment j'ai géré. Je sais juste que tous les jours, je pense à moi, à ma santé, au fait que je dois être bien, au fait que je dois évoluer, au fait que je suis déjà homosexuel et que les gens ne m'acceptent pas parce que je suis homosexuel. Je n'avais qu'un objectif, prouver aux gens que je mérite aussi de vivre comme tout le monde. Donc, c'est peut-être ça qui m'a permis de tenir, de tenir. Je suis né avec une sexualité différente, en parenthèse, mais pendant toutes ces années, j'ai réclamé ma place, j'ai réclamé, et c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. Connaissant l'homophobie et la discrimination qui sont présentes en Afrique et la sérophobie qui vient s'ajouter à toutes ces autres difficultés, j'imagine que ça n'a pas été du tout facile. Comment a été ta vie dans cette atmosphère? J'ai très vite compris qu'il fallait transformer des situations en opportunités. Et quand c'est venu comme ça, au bout de 2 ans, j'ai fait j'ai fait une publication sur Facebook comme ça. C'était quand même dingue. Salut les amis, comment allez-vous? Vous savez, on croit être fort, mais je me rappelle encore mot pour mot de ce que j'ai écrit. On croit être fort, mais en réalité,
il faut une situation pour déclencher cette énergie-là qu'on a, cette bravoure qu'on a, cette capacité de pouvoir tenir, de pouvoir surmonter certaines situations. En tout cas, pour ma part, aujourd'hui, je suis séropositif et je compte aider d'autres personnes à éviter le VIH. Et c'est comme ça que j'ai fait mon coming out en tant que personne séropositive sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de commentaires, de bons comme de mauvais commentaires, etc. Et j'avoue que dans tout ce mélange d'émotions, de commentaires, d'énergie positive, négative, etc., dans tout ce que j'ai lu, je prenais du plaisir à lire les commentaires que les gens faisaient. Et quelque part, ça me détruisait. D'un autre côté, ça me donnait quand même la force d'évoluer. J'avais envie quand même d'être un exemple, j'avais envie quand même d'être un modèle pour les personnes. Et c'est comme ça que je me suis lancé, malgré la sérophobie, malgré l'homophobie, malgré toutes les difficultés possibles que j'ai rencontrées. C'est comme ça que j'ai commencé par éduquer, par sensibiliser, etc. Je suis victime d'homophobie, de sérophobie tous les jours que Dieu fait. Je ne sais pas comment j'arrive à surmonter ça. Je ne sais pas comment j'arrive à me passer de ça. Je ne sais pas comment j'arrive à évoluer, à laisser ça derrière. Ce qui est sûr, je réussis quand même. On va un peu parler de ton parcours médical. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées s'il y en avait, et quelles ont été les bonnes choses que tu as remarquées? J'ai fait le test de confirmation, bien sûr. Et une semaine après, j'ai été le voir. Après, il fallait faire des tests, il fallait faire plusieurs tests, des examens, un bilan de santé, etc. Et ce n'était pas gratuit. Donc, j'ai payé pour ces examens, et je suis reparti avec les résultats. Et l'une des parties qui m'a choqué, qui m'a effrayé, je vais dire, c'est quand je faisais l'entretien avec l'animateur. Il y a des animateurs sur les sites qui vous donnent des conseils, qui vous disent comment vous allez prendre, qui vous expliquent les effets secondaires, etc., etc. C'est la partie qui m'a le plus choqué, c'est la partie qui m'a le plus effrayé. Il m'a expliqué plein de choses sur le VIH, il m'a donné des conseils, il m'a expliqué comment je dois prendre les comprimés, il m'a expliqué les effets secondaires. En 2009, je prenais 4 comprimés, un jaune, un rouge, un bleu et l'autre couleur, une couleur bizarre. Et vous imaginez, le dernier comprimé, c'était le comprimé rouge, c'était le comprimé qui m'abattait, c'était le comprimé que lorsque je le prends, 2 heures après, c'est comme si on avait versé du piment sur tout mon corps, mais ça me brûlait. Je dormais juste après ça, mais le lendemain, je fais de la diarrhée, je vomis, j'étais mal toute la matinée. À partir de 15 heures, à partir de 14 heures, 15 heures, je dors bien, je me réveille en forme, je peux être bien 16 heures, 17 heures, 19 heures, 20 heures, mais à partir de 22 heures, quand je prends ce comprimé, je reprenais le cycle. J'ai traîné ça pendant 3 mois. Excuse-moi Camille de te couper, mais est-ce que les médicaments étaient gratuits? Les arrivées sont gratuits. Jusqu'aujourd'hui, ils le sont. Ils sont gratuits. Très, très efféminé. J'allais à l'hôpital. Je suis tombé sur un médecin qui m'a reçu bizarrement. C'est vrai, à l'époque, on parlait déjà de l'inclusion des personnes homosexuelles qui sont délaissées. Donc, le médecin, il m'a reçu, on a discuté, etc. Et il a fait, mon ami, pourquoi tu fais comme une femme comme ça? Ça m'a choqué, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai rien dit, je suis resté silencieux. Il m'a reposé la question une seconde fois, je n'ai rien dit. Donc, il a compris que je ne voulais pas répondre. Donc, il m'a fait mon bon de comprimés et je suis sorti. Après, je suis allé à la pharmacie, j'ai récupéré mes médicaments. J'ai entendu, mais qu'est-ce qu'il fait comme ça, comme un PD? Pourquoi il marche comme un PD? Il y avait du monde, mais ça m'a tellement irrité, ça m'a tellement agacé. Et quand je me suis retourné, le médecin qui m'avait pris en haut, il était là. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire là, peut-être pour... Enfin, jusqu'aujourd'hui, je pense que c'était pour mieux me voir marcher.
Et je me suis retourné, il y avait du monde. Et puis, je me suis retourné et puis j'ai demandé, mais qui a dit que je marche comme un PD? C'était un monsieur très grand, très imposant, costaud, qui a répondu, qui a fait, c'est moi. Et j'ai fait, OK, pour confirmer votre question, je suis homosexuel. Donc, je suis homosexuel et je vis avec le VIH. Si ça vous va, je peux partir. Donc, c'est comme ça que j'ai annoncé aux gens, tout simplement parce que j'en avais marre que les gens me collent des étiquettes, des trucs comme ça. Et c'est comme ça que j'ai dit devant beaucoup de gens que c'est comme ça, je suis homosexuel et séropositif. Camille, je voulais te poser une question. De l'expérience que tu as eue en milieu hospitalier, est-ce que tu peux dire que au Bénin ou en Afrique en général, il est facile d'avoir cet accès aux soins pour les personnes qui sont séropositives? De mon expérience, à l'époque, c'était pas facile. Aujourd'hui, au Bénin, on a beaucoup évolué dans la prise en charge des personnes LGBTQI vivant avec le VIH, IST ou d'autres maladies sexuellement ou d'autres infections sexuellement transmissibles. Par contre, je ne saurais confirmer cette théorie dans tous les pays africains, surtout les pays musulmans comme le Sénégal, le Mali, le Burkina et d'autres pays homophobes. Au Bénin, aujourd'hui, ça va parce qu'après ça, on a beaucoup travaillé, on a fait du plaidoyer, on a formé et, les personnels de santé sur la stigmatisation, le rejet. Donc aujourd'hui, il existe beaucoup de centres de prise en charge au Bénin qui gèrent ces éléments. Mais est-ce que ces centres donnent un service gratuit ou il faut débourser en général pour pouvoir avoir accès à tout ça? Euh, il y a beaucoup de centres, c'est vrai. Et parmi ces centres, il y a des centres privés. Après, au début, quand ces centres privés sont arrivés, on payait quelques trucs, pas beaucoup. Après, on a fait de plaidoyer, on a vraiment fait de plaidoyer, etc. Et aujourd'hui, je vous donne l'exemple d'un centre qui s'appelle l'ONG Racine. C'est un centre qui a toujours accueilli des personnes LGBTQI depuis longtemps. Et aujourd'hui, ce centre, cette clinique qui offre tout ce qu'il y a comme service aux personnes et à tout le monde, y compris les personnes LGBTQI, quand on va, quand on va là-bas dans ce centre pour une prise en charge, la prise en charge, elle est gratuite. On doit payer 600 francs, donc ça avoisine 1 euro, 500 pour la consultation et 100 francs pour le carnet. Tout le reste, est gratuit. Précédemment, tu mentionnais prendre 4 antiviraux avec des effets secondaires importants. Quelle est la situation actuelle à ce sujet? Oui, à l'époque, il y avait 4 comprimés. Et il y avait un des comprimés que je devais mettre au frigo. Et malheureusement, je n'avais pas de frigo à l'époque. Donc, dès que je me retrouvais entre 14 heures et 18 heures, c'est un comprimé que je prenais entre 16 heures et 17 heures. Donc, dès que je me retrouvais entre 14 heures et 17 heures, je courais, je sortais, je pouvais acheter une glace chez les voisins, je rentrais tranquillement, je mettais la glace dans de l'eau, je déposais euh, de l'eau dans laquelle je mettais le comprimé. Donc aujourd'hui, il y a eu tellement d'avancées. Au Bénin et un peu partout en Afrique de l'Ouest, on est arrivé à un seul comprimé. Et un comprimé sans effet secondaire, tu prends ton comprimé. En tant que patient, tu peux même choisir l'heure de prise, matin, midi, soir, à 5 heures ou à 6 heures, etc. Il te faut juste respecter cette heure de prise-là. Et si peut-être des trucs ont changé, tu peux discuter avec ton médecin et revoir encore si tu as une autre, si tu peux changer d'heure de prise parce que ça ne t'arrange pas, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Aujourd'hui, tellement d'avancées dans le molécule, dans les ARV, et toutes les composantes sont contenues dans un seul comprimé, un gros comprimé, c'est vrai, mais ça va. Pour toi, Camille, comment est-ce de vivre avec le VIH de nos jours, avec toutes ces avancées médicales qu'il y a eu?
Est-ce qu'en tant que personne porteuse du virus, l'acceptation se fait par nécessité ou progressivement au fil du temps, au point de ne plus y penser au quotidien et comment cela évolue mentalement pour toi aujourd'hui? J'ai accepté mon quotidien, j'ai accepté que je suis d'abord une personne homosexuelle, que je suis séropositif en plus. Je l'ai accepté depuis longtemps, je vis avec, je fais tout ce que je fais avec et je suis fier de qui je suis aujourd'hui. Je suis fier de la personne que je suis devenue aujourd'hui parce que je me dis toujours que si j'avais eu les bonnes informations, si j'avais côtoyé de bonnes personnes, si j'avais côtoyé de bons amis, ils auraient pu m'éviter le VIH. Comment tu as géré sur les aspects relationnels face à la stigmatisation des personnes séropositives? As-tu rencontré des difficultés? Oui, j'ai, je rencontre toujours des difficultés parce que je suis ouvert. Je parle de mon statut, je rencontre des difficultés. Au début, après 2 ans, j'ai eu une charge virale indétectable et j'ai eu une situation 1 an après qui m'a fait rechuter. J'ai arrêté de prendre mes ARV, etc., etc., traversé beaucoup de choses, etc. Après, je me suis repris. Mais depuis 5 ans, j'ai une charge virale supprimée, pas indétectable, supprimée. Et au début, je disais aux gens que je suis séropositif pour éviter les accrochages, les embrouilles. Et après, j'ai informé quand même, il y avait toujours d'embrouilles, etc. Et à un moment donné, il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis séropositif. Je ne devrais pas être privé de mes plaisirs, de mes aventures, pas parce que je suis séropositif, non. Et je savais déjà quand même qu'être indétectable est égal à intransmissible. Et quand on m'a annoncé à l'hôpital que j'ai une charge virale supprimée, à partir de cet instant-là, jusqu'aujourd'hui, je ne dis plus aux gens que je suis séropositif. Donc aujourd'hui, je ne parle plus de mon statut sérologique aux gens. Si après un rapport sexuel, un partenaire vient me dire, ça, je l'ai eu plusieurs fois. Ah, Camille, tu es séropositif, tu ne m'as rien dit, tu m'as fait prendre des risques, etc. Je réponds quand j'ai envie de répondre. Si le message est violent, je ne réponds pas. Si la personne m'aborde avec respect, etc., je réponds, je lui explique que quand tu as une charge virale indétectable, tu n'es pas transmissible. Sur Grindr, quand vous allez sur mon profil Grindr, j'ai mis positif indétectable. Sur Facebook, je parle ouvertement de ma sexualité, de ma séropositivité, etc. C'est pareil que sur Grindr, etc. Donc, quand quelqu'un me contacte, par exemple, par Grindr, Facebook, etc., la personne, elle est censée lire mon profil. Je ne suis vraiment pas obligé de le faire pour un coup d'un soir ou un truc comme ça. Par contre, si c'est une relation suivie, bien sûr que je vais le dire à mon partenaire que je suis séropositif. Merci Camille d'avoir partagé ton histoire avec nous. Si tu avais un dernier message à faire passer ou un conseil, quel serait-il? Merci beaucoup. Je suis content d'avoir partagé mon histoire, mes expériences avec vous. Et je suis content que cette expérience va certainement apporter beaucoup de choses dans la vie de beaucoup d'autres jeunes. Donc, quel est le message que je souhaite adresser aux jeunes? Aujourd'hui, j'ai la capacité d'apporter, aujourd'hui, j'ai la capacité de sensibiliser, de dire aux jeunes qui n'ont plus besoin d'être victimes du VIH, parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur le VIH et sur les IST. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la prise en charge. Il y a tous les moyens aujourd'hui pour contourner le VIH. Donc, on peut contourner le VIH. On peut être un bon aventurier et contourner le VIH. Je voudrais également m'adresser aux parents qui sont là, qui font comme le lien entre les enfants, l'éducation de la maison, l'éducation de rue et l'éducation d'Internet. Le dialogue enfant-parent, c'est très important. Moi, je n'ai pas eu cette occasion, je n'ai pas eu ce choix-là. Et j'ai pris des décisions dans la vie qui ne m'ont pas forcément aidé, mais que je ne regrette pas, qui m'ont forcément envoyé sur d'autres chemins, dans d'autres domaines, etc. Et je me retrouve aujourd'hui à faire ce témoignage, je me retrouve aujourd'hui à être défenseur des droits humains, à défendre le droit des personnes LGBTQI, etc., etc.
Donc, le dialogue enfant-parent, c'est très important. Donc, je demande aux parents de privilégier le dialogue avec leurs enfants. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci à Camille de nous avoir partagé son histoire et son parcours si courageux. Si cet épisode vous a plu et vous parle, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Les informations seront disponibles dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Merci encore une fois de nous avoir écoutés et on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt les ombres.